Très bien. Bon, bah, écoutez, bienvenue donc pour cet atelier sur les fondations opératrices. Donc, fondations opératrices, quelle collaboration et quels enjeux communs. Donc, je suis très heureux d'animer avec Catherine Fartz. Nous avons également Nicolas Marie du CFF qui vont nous présenter les premiers enseignements d'un panorama qui a été effectué récemment par le CFF sur les fondations opératrices dites gestionnaires et leur poids et leur impact. Et puis, on est très heureux également d'avoir comme intervenant Jean-François Benedis et Edith Giovacchini. Donc, Jean-François, président de ARHM, et Edith, délégué général de la Fondation Georges Boissel, qui auront l'occasion de se présenter plus en détail. Oui. Alors, très rapidement, donc, moi, je suis à la Fondation Apprentis d'Auteuil, en charge de la communication et des ressources. En deux mots, la Fondation Apprentis d'Auteuil est une fondation reconnue d'utilité publique dans le domaine de l'éducation qui existe depuis 156 ans et qui intervient principalement dans 4 champs d'activité. Le premier étant la protection de l'enfance, le second, la lutte contre le décrochage scolaire. Troisième champ d'intervention, l'insertion sociale et professionnelle. Et enfin, l'accompagnement à la parentalité, qui est un champ développé par la Fondation depuis une vingtaine d'années et qui consiste à l'accompagnement de familles, mais également à l'accompagnement des familles, des jeunes qui sont accueillis par la Fondation. Donc la Fondation a 300 établissements et dispositifs en France, en métropole et en outre-mer, et puis intervient dans une trentaine de pays par le biais de partenariats avec des associations implantées localement, et nous accompagnons chaque année 30 000 jeunes et 6 000 familles. Alors, je suis Catherine Schwartz, je travaille à la Fondation Partager Vie, je suis directrice de la communication. Vous avez un certain nombre d'éléments d'information à l'écran. Nous avons été créés quasiment en même temps que le CFF, dont nous sommes membres fondateurs. C'est une fondation qui agit dans le secteur médico-social et sanitaire, alors principalement dans le domaine des EHPAD. Et nous sommes aujourd'hui le principal acteur privé non lucratif gestionnaire d'EHPAD, voilà, qui est un secteur qui a connu des années particulièrement difficiles. Et je suis vice-présidente du bureau du conseil d'administration du CFF. Donc, voilà, c'est un acteur auquel je crois beaucoup et qui est extrêmement actif, et les ateliers d'Annecy d'aujourd'hui le montrent. Alors, je voudrais vous dire quelques mots rapidement sur la genèse de cet atelier. Donc, c'est un sujet, la collaboration des fondations opératrices, les enjeux, qui s'inscrit pleinement, évidemment, dans le thème général d'Annecy, hein, être ensemble. On le sait, les défis sont complexes. Ils appellent des collaborations, ils appellent du travailler ensemble, du agir ensemble. Sur des sujets comme le plaidoyer, le partage de ressources, la mesure d'impact, et on le verra, les sujets ont été très nombreux dans nos discussions. Et en plus de cette recherche d'efficacité et de cohérence, il y a aussi un sujet de reconnaissance des fondations en général et en particulier des fondations opératrices. Donc l'idée, elle est venue de là. Et comme vous le savez, le CFF, il représente et il veut répondre aux besoins de ses membres, et voilà, les fondations opératrices en font partie. Et donc, ces questions de collaboration, pour quels enjeux, elles se posent bien évidemment à nous. Et donc, l'année dernière, on a organisé une réunion avec 14 d'entre elles, dont les fondations ARHM et Georges Boissel. Et donc, on avait partagé ensemble un certain nombre de sujets. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses mises sur la table, avec des sujets qui ont émergé, et on va vous en parler.
Et puis ensuite, avec Stéphane Dauge, avec l'équipe du CFF, on s'est revus pour se fixer un certain nombre d'objectifs. Et le premier, c'était de produire un panorama que Marie et Nicolas vont vous présenter pour savoir de quoi on parle. Et on avait fait le constat aussi qu'il n'y avait pas de définition de ces fondations opératrices. Et donc, on s'est attelé à cette définition pour poser vraiment le sujet et on pourra en échanger tout à l'heure ensemble. Et puis, le deuxième objectif, c'est d'impulser un cycle de travail ensemble, donc commencé en 2021. Et cette réunion aujourd'hui en est la poursuite. Et donc, dans le programme, j'ai vu que le format annoncé, c'était une table ronde. Pour nous, c'est plutôt un atelier de partage. Donc, on a commencé à bouger les chaises, casser les alignements. Voilà, donc on souhaite vraiment que ça soit le plus participatif possible. Dans un premier temps, donc présentation de ces éléments du panorama par Nicolas et Marie. Ensuite, nous aurons le témoignage donc, de Edith Giovattini et Jean-François Bénévis, qu'on remercie vraiment d'être présents aujourd'hui. Et enfin, une discussion avec vous. Voilà, vous êtes invités à poser vos questions, tant sur les données qui vont vous être présentées que sur les témoignages des deux fondations présentes à la tribune. Voilà. Bien. Très bien. Oui, et puis juste pour dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que le petit Metimeter qu'il y a eu ce matin avant notre atelier montre en fait que le plaidoyer, la voix portée par les fondations opératrices est un sujet qui ressort parmi les membres du CFF comme un sujet d'intérêt, et c'est justement un des sujets centraux qu'on a identifié dans le cadre de notre échange à la suite de la présentation de Jean-François et de Edith. Mais sans attendre, je vous laisse la parole pour les enseignements de ce panorama. Très bien. Merci Stéphane, merci Catherine. Bonjour à toutes et tous. Donc, Nicolas Mitton, responsable juridique et plaidoyer du CFF. D'accord, le micro. Vous m'entendez? Oui. Pas très bien? C'est mieux? Merci à toutes et tous d'être là. Donc, comme l'a dit Catherine, c'est un projet qui a 1 an maintenant, quasiment jour pour jour, puisque la réflexion a débuté en avril 2021. Et on avait la certitude au CFF que le sujet des fondations opératrices était un sujet majeur, mais on s'est trouvé confronté à certains écueils. Écueil de terminologie d'abord, et ensuite écueil de connaissances. Terminologie, pourquoi? Parce que dans le secteur, le jargon veut qu'on parle de fondation gestionnaire, de fondation opératrice, mais chaque personne a sa propre définition de ce qu'est une fondation opératrice ou une fondation gestionnaire. Donc, on s'est attelé à la construction d'une première définition. Certains éléments existaient, la Fondation de France avait sa propre définition. On l'a confrontée, on est assez raccord là-dessus. Mais en tout cas, on est aujourd'hui très heureux de pouvoir vous présenter les résultats de ces réflexions. Et ce qu'on retient, nous, aujourd'hui, comme fondation opératrice, je vais vous la lire, mais très vite, c'est des structures fondatives dont tout ou partie de l'objet consiste à opérer directement une ou plusieurs activités d'intérêt général. Pour ça, elles se dotent de moyens financiers, matériels, humains pour organiser et gérer en propre cette mission d'intérêt général. Ce qu'on veut dire, en fait, c'est que la Fondation développe et gère en direct ses propres programmes, ses propres actions, par opposition, mais ça les distingue des fondations purement distributrices qui allouent des financements à des projets d'intérêt général. Et certaines peuvent être mixtes, c'est-à-dire avoir les deux caractéristiques. Parmi ces fondations opératrices, on a distingué une sous-catégorie que sont les fondations gestionnaires d'établissements. Donc là, elles ont ce qu'on appelle des établissements physiques, mais qui renvoient aussi à des notions INSEE, mais que je ne vais pas développer ici. Voilà, donc une grande catégorie de fondations opératrices qui inclut les fondations gestionnaires. Le deuxième écueil,
c'était le manque de connaissances. Parce que certaines données existaient, mais elles n'étaient pas suffisamment précises. Donc, on s'est vraiment attelé à qualifier ces structures, à vraiment aller les chercher dans le détail, en retenant certains critères qu'on vous soumet là aussi. Notre définition, elle vaut ce qu'elle vaut, elle peut être discutable, de même que les critères qu'on a retenus. Ces critères sont les suivants. Il fallait d'abord que la fondation ait des salariés, qu'elle ait un budget d'1 million d'euros minimum et qu'elle ait au moins un établissement, mais cet établissement est encore une fois une notion pouvant être le siège. Puisque certaines fondations ont des opérations, on va dire, volantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent déployer sur tout le territoire sans pour autant être rattachées physiquement ou géographiquement à un établissement. Voilà pour ces éléments de définition et de cadrage, de qualification de ce qu'on appelle aujourd'hui au CFF les fondations opératrices. Et on a hâte d'entendre vos retours là-dessus. Ensuite, sur les chiffres qui vont vous être présentés, alors là, comme je vous disais, on avait la certitude que le sujet était très important, voire majeur. Et quand on voit les chiffres qu'on a extraits de la réflexion, ça a vraiment conforté de manière très puissante cette conviction. Et donc, on va s'atteler aujourd'hui, comme le disait Catherine, avec la poursuite de ce groupe de travail, à vraiment identifier les besoins des fondations opératrices, quels besoins de coopération, quels besoins de discussion, d'animation, de représentation, de plaidoyer, et ainsi de suite, qui rentrent dans les missions classiques, bien sûr, du CFF, mais avec cet angle particulier de la fondation opératrice. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser Marie vous présenter les chiffres, parce que vous verrez qu'ils sont assez frappants. Bonjour, du coup, moi je suis Marie Rosinski, en charge de ce panorama et du projet formation au CFF. Donc au niveau des chiffres, vous pouvez voir qu'il y a 507 fondations opératrices sur 6700 à peu près au total. Le CFF a mené une étude sur l'emploi avec les chiffres de 2018. Donc on a trouvé qu'il y avait 123 000 salariés dans tout le secteur et le secteur des fondations opératrices représente 99 000 de ces 123 000 salariés. Sur les 507 établissements, on a 82% de fondations opératrices qui sont des fruits. Le budget global du secteur des fondations opératrices représente 10,2 milliards d'euros par an, ce qui représente 80% du budget global du secteur. Donc, au niveau des secteurs d'activité, 50% des fondations opératrices opèrent dans le médico-social, sanitaire et social. Donc, comme vous pouvez le voir, 32,5% sont dans le médico-social, 8,9% dans la santé et 8,9% également dans le social. 50% des fondations opératrices sont dans les domaines de l'éducation, la culture, la recherche, l'environnement et l'action internationale. Donc, on a 15% dans l'éducation, environ 14% dans la culture, 13% dans la recherche, 1,5% dans l'action internationale et 4% dans l'environnement. On remarque également, on a remarqué en faisant ces recherches que 60% des structures opératrices ont été créées avant 2000, ce qui montre que l'ancrage historique des fondations opératrices est fort. Et ensuite, vous pouvez voir aussi à l'écran sur la carte que 49% des fondations opératrices sont en Île-de-France. Néanmoins, on remarque que les fondations opératrices sont présentes dans toutes les régions de France. Merci Marie. Alors effectivement, moi, les 3 données que je retiens, c'est vraiment 80% du budget du secteur, 80% de l'emploi, un maillage territorial qui couvre l'ensemble du territoire français. Donc vous voyez, ça, comme je le disais, ça illustre vraiment l'importance du sujet au sein de votre secteur. Et je vous passe la parole. Merci, merci Marie et Nicolas. Avant qu'on entame notre débat et notre échange, donc on va laisser la parole à nos 2 intervenants et on va démarrer. Jean-François, si vous pouvez nous présenter en quelques mots la fondation ARHM et également quels sont aujourd'hui les enjeux de votre fondation. Oui, bonjour à tous et à toutes. Un simple élément de présentation. J'ai pris la présidence de cette fondation donc en octobre 2020.
passé à la retraite en mars précédent, et que j'ai pris une succession d'un président qui avait 86 ans. Non, mais voilà, c'est des éléments de continuité, de constituer un pilier. Alors, l'ARHM, c'est une structure qui est une construction progressive et qui a regroupé en fait 3 types d'établissements. Un établissement psychiatrique, Saint-Jean-de-Dieu. Je rappelle que c'est le patron de tous les soignants et tous les malades, ce que j'ai découvert en arrivant, bien qu'ayant fait toute ma carrière dans le champ sanitaire et social. Bon. D'ailleurs, Lyon était le siège mondial de l'ordre. Parenthèse, c'est l'origine. Le deuxième champ, c'est le champ médico-social avec un mas et un femme médicalisé par pour les cibles, qui était sur Fézin, qui d'ailleurs est le nom et le site d'origine de l'association ARHM, 1950. L'hôpital, c'était 1824, 1950. Et puis le troisième pôle historique, c'est un ESAT, ce CAT, Atelier Denis Cordonnier, du nom du ministre qui après-guerre a créé la première loi en charge la validité. Et un très gros établissement d'ailleurs, je rappelle que c'est un des plus gros de France, bon, c'est intéressant, je peux s'inquiéter sur le site. Voilà, donc ça c'est ces 3 pôles. Derrière, globalement, il y a une trentaine d'établissements et des services qui relèvent du sanitaire, du médico-social et du social. Je dis social, on a un certain nombre de logements, d'hébergements pour des malades stabilisés. On est sur l'activité, on est à cheval sur la santé mentale, la psychiatrie et le handicap. On a ces 2 pôles qui s'interpénètrent souvent. Et donc, pour nous, la question, c'est comment assurer l'unité de ce groupe-là. On est implanté à Lyon, compétence métropole. Vous savez que la psychiatrie est sectorisée. D'autres champs ne le sont pas. Donc, en termes de volume, 1700 salariés, 120 millions de budget, et des activités donc, qui émargent différentes métiers, différentes thématiques, la prévention, le soin, l'accompagnement, l'insertion et la formation. À l'intérieur de tout ça, parmi les structures, on a une un peu particulière qui s'appelle la structure régionale Jean Bergeret, qui est intégrée dans la fondation et qui, lui, a une activité importante de formation, compris sur des domaines d'ailleurs très particuliers, comme la formation à la prévention de la déradicalisation, de l'infrastructure, pour montrer qu'on peut avoir des portes d'entrée sur notre monde à différents endroits, sachant qu'un peu les hospitalisations sous contrainte, enfin, une belle relation avec les préfectures. Bon. Et puis, c'est une équipe de geeks qui font beaucoup de projets nouveaux à base de numérique. Ils travaillent beaucoup sur la relation avec la société civile pour le portage des problématiques de santé mentale ou l'appui donc aux familles. Bon, s'il y a d'autres questions, je peux en parler. Voilà, un groupe multisectoriel qui évidemment a des enjeux d'unité assez forts. L'association RHM unique, elle date de 1980. Je peux vous dire que la fusion n'est toujours pas faite. Elle est dans les têtes, bon, ça ne surprendra pas ceux qui ont de l'expérience dans les structures. Et le passage en fondation s'est fait assez récemment, en 2017, après les 4 ans du parcours initiatique que d'autres ont connu. Et donc après, au niveau des enjeux, tout ça, le premier, c'est évidemment d'assurer le fonctionnement de chaque structure avec des référentiels différents. Hein. On est dans un monde commun, mais vous savez bien à quel point les réglementations sont complexes. Et bon. Deuxième élément, c'est l'attractivité. Ça, c'est le problème majeur, et c'est tous, mais dans la psychiatrie, c'est encore pire. Hein. Bon, je ne suis pas un dessin, mais on va y revenir si vous voulez. Et notamment pour une raison qui est peu mise en avant, mais je crois que c'est là, c'est le fait que le travail en établissement est beaucoup plus difficile que le travail en libéral. Donc, il y a des psychiatres, notamment dans la région lyonnaise, hein, ce n'est pas une des plus favorisés dans le pays, mais les gens, le peu
ceux qui vont vers la psychiatrie s'installent plutôt en libéral, pour une raison qu'on peut comprendre. Et le dernier élément, c'est la déstabilisation liée au Ségur, cette mesure qui devait donner satisfaction à tout le monde. Mais ça n'a pas été le cas, puisqu'en fait, ça a été un élément un transfert, une orientation de mesures de revalorisation vers en priorité vers le public. Et donc, comme on est en concurrence, et ça c'est une caractéristique de Lyon, on a 3 établissements psychiatriques, le public et un PSPH, et non lucratif, évidemment que ça crée un élément de déstabilisation dans un marché du recrutement qui est très fragile. Le troisième élément, c'est un élément de restructuration, de transformation interne. On parle de l'ambulatoire depuis longtemps. En psychiatrie, il est évident que bon, il y a des établissements qui se sont peu à peu réduits en termes de capacité pour transférer les forces vers l'ambulatoire, vers la première ligne, donc la CFP, etc. Là aussi, ça existe sur le papier, mais on n'est pas encore allé assez loin. Ça fait partie des enjeux du projet d'établissement. Et ça impose un travail de conviction évidemment difficile auprès de tous les soignants qui ont pris leurs habitudes, voir leur clientèle. CF, les rendez-vous de CFP à plus de 6 mois, qui évidemment font que ça décourage les enfants. Et à travers ça, on essaie aussi de travailler vers une réorientation de l'hôpital qui soit plutôt le centre de gestion de crise et pas la structure dans laquelle on reste à vie, y compris pour les gens stabilisés. Je caricature, mais pour donner un peu. Donc, il y a des sujets immobiliers derrière, des sujets de transformation vers du social, etc. Quatrième peut-être point, oui, l'équilibre entre le droit des personnes et l'intervention des professionnels. On insiste beaucoup dans cette structure et je trouve que c'est une réalité, c'est pas que un affichage sur la valeur de la parole et de l'action, de la capacité à agir des personnes concernées, comme on dit publiquement. Et bon, c'est un projet institutionnel, mais voilà, c'est mis en œuvre. On a fait entrer un représentant des personnes dans le conseil d'administration avec des voix identiques, hein, avec des comités d'usagers assez actifs, etc. Bon, et on est allé jusqu'à lancer un manifeste pour marquer ces différentes orientations qui est ouvert sur notre site et qui justement participe, on en parlera tout à l'heure, je pense, sur l'équilibre entre gestion et conditions plaidoyer, une forme de plaidoyer finalement. Mais mettre l'accent sur les droits des personnes, sur la capacité à être autonome par rapport à tous ceux qui les entourent, en premier lieu les professionnels, et que ces derniers, dans une présence, dans une situation défensive, pour les raisons que je vous ai indiquées, interrogation sur la discipline, difficulté de recrutement, sentiment d'être débordé, toujours en échec, etc., peut créer un trouble. Voilà. Donc, cette question-là que je ressens de manière assez difficile. Et puis enfin, il y a le dernier point, il n'y a pas de hiérarchie entre ces points, hein, c'est la place du secteur privé de service public, dans une dualité aujourd'hui qui est la seule vraiment reconnue dans notre pays, le public d'un côté, privé lucratif de l'autre. Et alors que dans d'autres pays européens notamment, c'est ce tiers secteur qui est dominant dans les statuts. Et ça, pour moi, je pense que c'est le plus grave parce que quand on parle de plaidoyer, de reconnaissance, etc., c'est ce qui note, c'est ce qui trace la fragilité la plus forte de notre secteur. Consciemment ou inconsciemment, les pouvoirs publics mettent au premier plan les deux autres. Le faire des cabinets conseils est une illustration de tout ça. Hein, voilà. On n'imagine pas que puisse exister une autre forme, un autre d'eux qui cumule les avantages des deux secteurs. Et comme en plus on est d'origine professionnelle, comme beaucoup ou d'origine militantisme des parents, tout ça, on s'en méfie. Pour des raisons différentes, mais ça revient au même résultat. Et donc, je pense qu'à travers cette affaire du Ségur et des difficultés en permanence pour essayer de faire reconnaître, etc., je pense d'ailleurs qu'il y a une question d'ignorance. Et que bon nombre de jeunes fonctionnaires qui font les tests, etc., ne savent pas que ça existe. Voilà, donc il faut avoir ça en tête. On est plutôt héritier de l'après-guerre. On est dans cette logique-là, l'ancien monde par rapport au monde. Et voilà, je pense qu'il faut avoir ça en tête. Hein. Et donc,
dans la question fondation, c'est après qu'est-ce que la fondation apporte. Ça, je vais peut-être pousser ça pour un deuxième temps, pour en rester simplement à la question de la présentation et de nos enjeux. Merci Jean-François, vous avez été bien long déjà, mais vous avez bien brossé. C'est vrai. Alors, petite présentation de la Fondation Georges Boissel. Alors, la Fondation Boissel, c'est une très vieille dame, très vieille dame, non, c'est une dame de 52 ans. C'est là où tout commence. Blague à part, c'est une fondation qui a été créée par Georges Boissel, qui est travaillé depuis 1938 autour de la tuberculose. Il avait, dans ce cadre-là, acquis un domaine sur le plateau de Saint-Clair, un château, des pavillons. Il avait envie de soigner différemment, notamment en travailler les tuberculeux, ce qu'il a fait jusqu'à peu près la fin de sa vie. Et puis, vers les années 60-70, la tuberculose a été éradiquée et un certain nombre de sanatoriums se sont transformés soit en soins de suite, soit en hôpitaux psychiatriques, venant donc rejoindre dans les années 70 où s'est mis en place la sectorisation, le pôle des hôpitaux psychiatriques publics reconnus, agréés par la TAS à l'époque. Voilà, et donc petit à petit, les patients, les tuberculeux ont été remplacés par des patients chroniques de Saint-Pégrel et qui ont été accueillis là, et puis on a obtenu notre agrément. Comme il était prévu à la fin de sa vie et qu'il avait une fille adoptive qui avait bien doté dans les ce domaine, et donc il a fait don, c'est un don en fait, la dotation personnelle du docteur Boissel, qui nous a laissé ça en héritage. Et donc, on avait à l'époque déjà deux secteurs. Et donc, en fait, alors qu'à l'époque, on avait reçu un établissement public par département pour assurer la psychiatrie, petit à petit, des établissements privés non lucratifs sont venus compléter le dispositif en France. Et aujourd'hui, on a à peu près 30% de structures dites ESPIC, privées non lucratives, qui viennent assurer une mission service public. Et donc, la structure, c'était le CHS du Lyon, le Centre hospitalier spécialisé du Lyon, du nom du domaine où il était, mais la fondation n'était pas connue. Et cela a duré pendant une bonne quarantaine d'années. Moi, je suis arrivée en 2010. Il y avait là l'hôpital avec trois secteurs. En 2013 est arrivée la MAS, Maison d'accueil spécialisée, qui avait été, qui avait vocation à être départementale, donc ça avait été fait à l'époque avec l'ARS. Et à cette même époque, l'hôpital, pour un peu survivre, est venu sur le Medipôle qui avait réalisé sur la ville de Bourgoin, 3 établissements, un professionnel, donc la clinique des Sœurs, un hôpital général public et puis nous-mêmes, SPIC. Mais là, toujours, la fondation n'était pas connue. Et donc, moi, quand j'ai découvert cette forme juridique, je me suis dit que c'était un petit bijou avec lequel on pourrait faire pas mal de choses, puisqu'il y avait à la fois la stabilité dans la gouvernance. Ça, c'est quelque chose que je vends. On a 4 membres de droit, donc ça cadre bien. On dépend de 2 ministères, le ministère de l'Intérieur qui s'occupe des fondations, le ministère de la Santé. Donc on est extrêmement cadré. Par rapport à une association où il y a des adhérents, enfin, il peut y avoir des renversements de CA, etc., où donc ça peut changer des choses. Voilà. Pardon ? On n'est pas renversé dans une fondation. Non, on n'est pas renversé dans une fondation, donc il y a une certaine stabilité. Les membres qualifiés sont cooptés pour leur qualité. Et donc, voilà, ils font acte de candidature. Et c'est donc, en tous les cas, il me semble que c'est beaucoup plus rassurant. Et donc, ça assure quand même une certaine stabilité dans la gouvernance. Et puis, on a, en plus, nous, on est reconnu d'utilité publique avec mission de service public. On est en lien
quotidien avec les partenaires l'État, l'ARS, le préfet, etc., la directe. Et donc, nous, on est laïque et on est des partenaires. Voilà. Et donc, on gère nos établissements comme ça. Donc, on travaille au départ. Donc, le navire amiral de la Fondation, c'est un hôpital psychiatrique qui a lui-même doublé de volume d'activité, puisqu'on a récupéré des activités, des autorisations de Vienne. Donc, on a doublé notre activité. Et puis, moi, j'avais le souhait, à un moment donné, de développer la santé mentale, le pôle santé mentale, d'en faire une structure santé mentale. On a failli se marier avec la NHM, ça ne s'est pas fait. Et donc, on a pris une autre option et on a retravaillé notre projet et on est allé sur les parcours. L'opportunité a fait qu'on a des associations sont venus nous voir et donc on a développé un pôle social qui nous permet de faire l'insertion par le logement, l'insertion par l'hébergement. Nous avons des places de CHRS, urgence, IML, résidence, accueil, etc. Nous avons à peu près, nous gérons 400 logements. Nous nous occupons des femmes victimes de violences, un gros pôle, une grosse équipe de 25 personnes. Et nous gérons le SIAO 115, également sur l'Isère. Et là, actuellement, l'État, dans ce cadre-là, nous a confié la mission de nous occuper des Ukrainiens qui arrivent et qu'il faut nous soulever. Voilà, avec des difficultés, parce qu'il ne faut pas qu'on se mette en concurrence avec des personnes dans le cadre du SIAO qu'on oriente vers des hébergements, pas des têtes sous hocher, c'est-à-dire qu'on comprend un peu toutes les difficultés qu'on a et on cherche plutôt des gens qui sont des logements vides, qui peuvent loger ou qui loger chez l'habitant en fait. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc insertion par le travail. Donc là on a développé aussi pas mal de choses et on va vraiment se développer sur cet axe-là parce que d'abord il y a beaucoup à faire. Et je rejoins un petit peu ce qu'a dit Axel ce matin par rapport aux enjeux. Moi, j'y souscris complètement, puisque c'est effectivement le diagnostic qu'on a fait. On est aux premières loges avec nos CHRS et nos travailleurs sociaux. On se rend compte que déjà avant la pandémie, c'était pas simple, et que après la pandémie, c'est encore plus compliqué. Et qu'il y a une vraie fragmentation de la société, avec des personnes de plus en plus vulnérables, ce qui vient aussi amener un autre problème de souffrance éthique des professionnels, puisque on leur demande en fait l'impossible, puisqu'ils vont sur le terrain, on a aussi des maraudes, donc ils vont concrètement sur le terrain, ils vont auprès des femmes victimes de violence, et ils voient que la solution, ou vraiment il faut se décarcasser, on va passer le mot pour faire. Mais on est aujourd'hui dans des souffrances éthiques assez importantes et j'avoue que parfois je suis moi-même un peu démunie pour apporter une solution. En tous les cas, du réconfort, voilà. Et puis je pense aussi qu'il y a cette relation des êtres humains avec leur environnement. Je suis extrêmement touchée et nous avons beaucoup. Je souhaite qu'on œuvre pour les jeunes, les enfants, les jeunes. Alors, on l'a vu à plusieurs niveaux. L'hôpital psychiatrique est un pôle pédo. Et là, on a vu des situations dramatiques, des violences intrafamiliales avec des enfants. Comment vous avez des enfants handicapés, audistes, etc. Quand ils sont penchés avec leurs parents, c'est déjà très compliqué. Donc, violence intrafamiliale, des enfants paumés, des enfants jeunes suicidaires, des adolescents décrocheurs, paumés, suicidaires aussi. Ça, c'est une réalité à laquelle on est confronté. Donc, on essaye de mettre en place des choses un peu innovantes, des équipes qui vont vers les ados, parce que l'ado, c'est tout de suite et maintenant. Au niveau des adultes, pas mieux, des situations sociales qui se sont dégradées. Et globalement, dans tout le pôle social, ça devient très, très compliqué. La question des pauvres, tout à l'heure, qui a été évoquée, non, c'était hier soir. Non, tout à l'heure en atelier, la question des... Non, c'était hier soir. La question des ateliers des pauvres qui ne peuvent pas se sortir des situations avant 6 générations.
tout ça, voilà, nous y sommes largement confrontés. Et donc, l'idée, on a déjà un nouveau plan stratégique qui tourne autour du lien, parce qu'il se trouve qu'on a la chance d'avoir un domaine de 47 hectares de domaine historique avec des terres cultivables. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser ce domaine pour revenir à la terre, revenir à l'essentiel, revenir aussi à permettre à des jeunes de retrouver du sens, de retrouver aussi un métier en les formant. Voilà, on a un projet financé par l'État, certains sont expérimentales, et donc moi je suis ravie d'être là parce que ce que je voudrais, c'est que les fondations qui donnent, distributrices, sachent qu'il y a des fondations opératrices qui ont besoin d'elles et que déjà entre nous, si on pouvait se connaître au lieu d'aller financer des petites associations, etc., ça je pense que ce serait super intéressant. Et c'est pour ça que je suis ravie d'être là et d'échanger avec Anne et Jean-Marc Autras sur la question de comment est-ce qu'on peut valoriser nos types de fondations et comment est-ce qu'on peut se rendre visible. Alors, je vais revenir sur un abonné à Hospimedia. Il y a un article qui est sorti. Il y a, je me dis vraiment, il faut qu'on n'est pas visible. Il y a un article qui date du 1er avril. Donc, les établissements de santé privés d'intérêt collectif s'allient pour vanter leur modèle. Plus de 80 structures et près de 55 000 salariés. La nouvelle alliance des établissements de santé privés d'intérêt collectif compte bien peser de tout leur poids pour promouvoir le modèle performant du secteur privé non lucratif. Alors je me dis d'où ça vient. Ça vient ni de la FEAP, donc notre fédération, ça vient ni du RIOP, ça vient nulle part. C'est donc la Fédération Unicancer avec 19 centres, l'association des hôpitaux privés sans but lucratif, l'HPSLBL, qui anime quant à elle 39 établissements, connus ou nous. Et enfin, la fédération Rénomed, un réseau de soins comprenant 24 structures non lucratives spécialisées dans la promotion, etc. Qui, je ne sais dans quel contexte, ont signé en juin 2021 justement un truc pour dire... Alors moi, je suis étonnée de voir que le privé non lucratif, il existe déjà des fédérations. Il n'y a rien qui se fait, on n'est pas visible. Et comme le rappelait Jean-François, on peut vraiment s'étonner qu'en France, on ne soit pas plus visible. Et je vais vous dire que les élus au ministère, les gens ne savent pas ce que c'est qu'une fondation. Combien de fois je vois écrit association, fondation OCM dans les courriers. Il n'y a pas de case quand vous faites au niveau des banques, vous faites des demandes de projets d'appel à projet, vous répondez, vous n'avez pas la case fondation. Il y a association ou société, vous n'avez pas la case fondation. Alors, vous êtes à chaque fois obligé d'expliquer. J'ai recruté un DAF il y a 2 ans de ça, qui est super bon. Il découvre chaque jour la puissance d'une fondation. C'est agile, c'est privé, c'est agile. On est mission d'intérêt général, enfin mission publique. On a plein de qualités, mais qu'est-ce qu'on ne sait pas se vendre? Et effectivement, je ne comprends pas. Alors, je voulais aborder aussi, j'avais dit à Catherine, aujourd'hui, par exemple, on a l'affaire Orpea qui a choqué tout le monde. Tout le monde en a entendu parler. Il y en a d'autres derrière, etc. Aujourd'hui, alors moi, j'en parle très très longuement parce qu'il se trouve que j'ai travaillé une grande partie de ma carrière dans le privé lucratif. Donc, je connais toutes les ficelles. Je sais comment on peut flouer ou se cacher de la sécu, comment est-ce qu'on peut arriver. D'ailleurs, la CRAM était venue visiter régulièrement et disait mais comment on peut faire pour... Toutes les stratégies, je les connais. Et aujourd'hui, enfin, moi j'ai basculé, changé radicalement d'état d'esprit.
fort heureusement, à la quarantaine, vous voyez, quand on se dit, on va s'aligner quand même entre nos valeurs et ce qu'on fait. Ben voilà, ça m'est arrivé à ce moment-là. Et aujourd'hui, je me dis, la fondation, c'est vraiment le véhicule idéal pour faire de la santé, pour faire du médico-social, du social, parce qu'il y a une certaine garantie du rendu et de l'utilisation des deniers publics. Donc moi, on est laïque, on met un point d'honneur à dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, et les relations se passent très bien avec l'État, les régions et les départements, mais parce qu'on est d'une rigueur absolue. Et donc, je me disais, Orpea, là, ils ont des structures, le ministère est en train d'imaginer des contrôles, etc. Mais pour autant, quand on entend que, par exemple, une partie des enveloppes qui ont été données, notamment du Ségur, pour renforcer les équipes, et que les équipes, les recrutements n'ont même pas été faits, je trouve ça scandaleux. Et que c'est parti pour aller remplir l'actionnariat des actionnaires. Et je me dis, pourquoi pas faire connaître nos structures, nos fondations, qui sont en capacité, nous avons le savoir-faire. Pourquoi pas dire au ministère, écoutez, nous, s'il y a des problèmes, on est en capacité à récupérer les structures, vous transférez les autorisations vers des fondations et on sait faire. Il n'y a pas besoin de racheter, vous transférez simplement les autorisations vers les fondations. Mais ça, il faut qu'il y ait un courage politique pour le faire, parce que certainement, il peut y avoir aussi des lobbies, des choses comme ça. Mais je pense que là, nous avons quand même une fenêtre de tir pour nous faire entendre par rapport à c'est quoi effectivement les conséquences d'une gestion purement commerciale avec des actionnaires. Voilà. Les moyens, c'est pas parce qu'on donne plus de moyens aux établissements privés que forcément ce sera affecté à ce pourquoi ça doit être affecté. Et c'est incontrôlable de toute façon. Donc autant le faire à des gens à des structures dont c'est l'objet. Je l'ai placé. Je le savais. Alors, merci beaucoup Jean-François et Edith pour ces témoignages et puis ce partage des enjeux, de vos enjeux, mais qui sont également des enjeux propres à un certain nombre de fondations, et notamment Fondation Opératrice. Alors, on avait envisagé pour cet échange, il nous reste à peu près un petit quart d'heure, on avait envisagé en fait que les points de collaboration potentielle entre fondations opératrices, à la suite, comme l'évoquait tout à l'heure Catherine, d'une première réunion qui s'était tenue en visio en mars 2021, était essentiellement des sujets ayant trait aux relations que les fondations opératrices peuvent avoir avec les institutions publiques. Et vous parliez tout à l'heure, Edith, vous citiez cet enjeu de visibilité, de se faire connaître le statut des fondations. Et d'ailleurs, Jean-François, peut-être que Heidi a partiellement répondu à la question sur quel est l'intérêt pour une association de devenir une fondation en décrivant la souplesse du véhicule, la garantie d'utilisation des deniers publics, mais enfin, on y reviendra. Deuxième point, et qui est également ressorti ce matin, c'est le plaidoyer. Donc le plaidoyer, c'est infléchir les politiques publiques, infléchir les législations et la connaissance du secteur par le grand public et par les tutelles. Et puis les autres pistes de collaboration qui sont ouvertes, et on va vous laisser enfin la parole pour que vous puissiez vous exprimer à ce sujet. Moi, ce que je retiens également de vos deux interventions, c'est que à ces enjeux s'ajoutent des enjeux d'emploi, de recrutement. On a vu le poids des fondations opératrices en termes d'emploi, mais donc des enjeux de recrutement, de valorisation des métiers, probablement pour employer un mot à la mode, mise en avant de la marque employeur d'un certain nombre de fondations, des enjeux là, qui sont des enjeux de fragmentation de société, vous l'avez évoqué, des enjeux d'écoute des bénéficiaires aussi,
de la place accordée aux bénéficiaires dans les décisions, et puis bon, assez facilement un enjeu de partage d'expérience. Donc, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui. Simplement, un point pour préciser. Fondation par rapport à association, nous on est passé en fondation très très récemment, hein, 2017. Entre 2017 et 2021, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que le fait d'être fondation, certes, on est au CSF ici, on essaie de dire à quel point les fondations, c'est le savoir, ok. Mais pour des établissements gestionnaires, pour des structures gestionnaires, pour une multitude de structures, la fondation en soi n'apporte rien. Sur la pérennité, certes, ça donne une image de pérennité. Il y a un tiers du collège qui est composé d'institutionnels. Il faut aussi que les institutionnels puissent venir siéger, sinon le quorum n'est pas atteint. Donc ça peut être une illusion. Voilà, hein, bon. Je ne parle pas de la lourdeur, parce que bon, c'est un peu la contrepartie de la reconnaissance, mais bon. L'avantage, alors il se trouve qu'on a évolué profondément, puisque une décision a été prise de recruter une personne dédiée au développement de l'aspect fondation dans le cadre de la RHM, Carmen Sanchez, ici présente, issue du monde des fondations. Et je peux vous dire que quand on a quelqu'un qui connaît le champ, on tire toutes les ficelles, on revoit toute la communication, on se demande comment faire appel à la générosité, on a quel contact avec les entreprises. Le champ du possible s'ouvre par de là même les enjeux du quotidien de chaque structure prise en charge. Et le principal avantage que je vois, moi, c'est que ça nous autorise, ça nous légitime, ça nous incite à être plus précis dans la défense illustration de notre champ. Quand on est sous tout le système sanitaire social, social est très corseté. Le financement public, on peut comprendre, mais du coup, on est très pris par les enjeux de réponse aux demandes publiques ou des enjeux de gestion. Avec une casquette fondation, plus que dans une casquette association, on a l'enveloppe qui nous légitime, nous sécurise pour être dans le plaidoyer, dans le militantisme, entre guillemets. Et donc, ça peut permettre de toucher le grand public, des cibles particuliers, financement par le grand public, voire entreprise, sans qu'on nous accuse de venir dire, mais oh, c'est l'argent que vous avez eu par les financements socialisés. Et c'est que, alors après, il faut faire attention hein, sur ce qui s'organise dans le détail. On n'a probablement pas la même marge de manœuvre qu'une fondation purement redistributrice, mais pour moi, il y a eu un déclenchement, il y a eu un fait générateur. Donc, je pense que le véritable avantage, il est là. Voilà, on peut s'appuyer sur le grand public, on est légitime à aller s'adresser à eux, et donc finalement, on peut contourner un peu la relation qui nous emprisonne avec le droit public, ou contourner le champ d'intervention des fédérations employeurs, tellement de sujets à traiter qu'elles sont complètement débordées. Le sujet principal, c'est les conventions collectives uniques. On a encore à se préoccuper des conventions collectives uniques entre les deux grands secteurs, hein, les extrêmes. Je ne suis pas s'étonner si les pouvoirs publics prennent comme seconde main. Hein, voilà, comme on a déjà parlé chez nous, et faire ce qui est évident avant d'aller demander une reconnaissance extérieure. Mais donc voilà, ça permet d'y contribuer. Pardon, je n'étais pas dans mon... Est-ce que vous voulez réagir Je voulais compléter aussi. Oui. Cette formation à la RHM. L'autre force de se transformer en truc quand on vient d'une association, c'est que, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, mais moi c'est celui qui me parle le plus, c'est qu'en fait on va sanctuariser aussi l'objet des valeurs. Oui, en fait on sanctuarise l'objet, les valeurs, la mission qui est portée faite par la fondation, et on évite le risque. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y avait cette tendance-là, notamment des financeurs publics, que les associations se regroupent, et on peut y perdre aussi peut-être son âme et devenir effectivement que gestionnaire. Et ce qui est important dans la définition de fondation opératrice, c'est qu'on sort de cette instrumentalisation. Il y a aussi du fruit non lucratif qui peut avoir des délégations publiques.
Et je pense que c'est aussi une autre force de se transformer en fruit. Après, je ne sais pas ce que... Et par rapport aux éléments, oui, monsieur, chiffrés ou les témoignages, vous voulez intervenir? Est-ce qu'on peut avoir des fonds de dotation opérateurs? On en a vu quelques-uns dans le panneau. On en a vu quelques-uns. Mais ils sont très peu. Mais ils sont très peu nombreux. Oui. La majorité, 80% des structures opératrices sont des fruits aujourd'hui sur le recensement qu'on a fait. De toute façon, si vous mettez là-bas 1 million d'euros de budget annuel, c'est sûr que vous n'allez pas avoir beaucoup de fonds de dotation opérateurs. Alors effectivement, là, c'est comme je le disais au début, c'est des critères qu'on a définis un peu arbitrairement, on va dire, en copile pour avoir des structures d'un certain poids quand même qui nous paraissaient un minimum essentiel pour pouvoir commencer à développer de réelles actions opératrices. Mais encore une fois, ces critères et cette définition sont soumis à la discussion, bien sûr. Oui, mais ce sont des critères qui ont été définis également au vu des chiffres qu'on a pu obtenir. C'est-à-dire que ce ne sont pas des critères qui excluent la majorité des fondations. Non, effectivement, c'était suite à un premier recensement qu'on avait fait, et ensuite on a ciblé un peu plus, on a affiné les critères. Faire l'exemple de fondation, c'est une année sacrée, qui est actif, vraiment opérateur. Moi, je rejoins ce que dit Carmen, en plus, les patients, c'est pas Carmen. Donc, chapeauter l'ensemble pour justement pérenniser les valeurs du mouvement et soutenir. Et pour vous, donc, il a été mentionné cet enjeu de défaut de visibilité de ces fondations opératrices. Et Partager Vie, on est une marque neuve puisqu'on date de 2016. Voilà, on le constate tous les jours, notamment dans le recrutement, dans les voilà. Mais est-ce que selon vous, le statut de fondation est de nature à favoriser cette visibilité et que nous devrions avoir des actions de communication beaucoup plus développées pour valoriser ce statut? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît intéressant? Moi, je pense qu'en effet, on aurait tout à y gagner, en effet, à davantage communiquer, peut-être par des thématiques sur lesquelles chacune de ces fondations travaille. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en effet, les fondations sont des vecteurs vraiment de communication et d'incarnation de ce qui est fait sur le terrain. Donc, en effet, se regrouper pour mieux se faire connaître, ça me semble en effet très important. Et puis, justement, de renforcer notre force et pour capter plus d'attention sur les causes qu'on porte. Oui, bonjour. Je suis Lionel Galliero, je travaille au Crédit Coopératif et je suis responsable de la branche économie sociale et solidaire au Crédit Coopératif. Merci beaucoup pour vos témoignages, très éclairants, puis en même temps on sent du politique derrière, vu le contexte, vous avez cité Orpea, effectivement. Je voulais revenir sur deux sujets, puisque le sujet c'est les enjeux communs. Je suis à la fois surpris et puis très heureux d'entendre parler de ce sujet de solidarité interne que vous pourriez avoir au sein du CFF. Alors, Benoît et Jean-Marc ne sont pas là, donc ils vont dire que je leur rajoute du pain sur la planche. Mais effectivement, je trouve ça très intéressant, cette idée de solidarité en interne, de fondations redistributives qui pourraient, pourquoi pas, soutenir, aider des fondations opératrices. Cela dit, je pense que ce n'est pas si simple. Parce que le gâteau, si vous me permettez le terme des générosités, il est quand même, il est au statu quo depuis quelques années. Et il y a plus d'entrants, il y a plus de causes, il y a plus de structures. On le voit chez nos clients sociétaires, enfin, on parlait de clients ici, j'ai entendu patients, mais bon, voilà, les clients sociétaires du Crédit Coopératif, on voit bien qu'il y a essentiellement beaucoup de personnes qui vont chercher des dons, que les générosités explosent
en termes de demande, mais bon, voilà, le gâteau des Français, il est quand même aujourd'hui constant. C'est un vrai sujet, un vrai beau sujet, je trouve, qui n'est pas simple. Il y a d'autres espaces dans le secteur associatif qui ont essayé d'organiser une solidarité en interne. Ça pose plein de questions. Pour qui, comment, quelle répartition. Mais je trouve que vous êtes vraiment au bon endroit. Je trouve que le CFF est le bon endroit pour penser cette question. À traduire en acte, je pense que c'est beaucoup plus compliqué, mais vous avez un très beau chantier, effectivement, de solidarité entre vous, enfin entre nous, ça concerne les services d'imaginement. Voilà. Et puis l'autre sujet auquel j'étais très sensible en vous écoutant, c'est cette souplesse, cette agilité que vous avez évoquée sur le statut de fondation. Alors c'est vrai qu'on voit vraiment dans le secteur médico-social beaucoup de clients d'établissements qui sont, comme vous dites, corsetés, qui sont pris par des injonctions parfois contradictoires des pouvoirs publics et qui peinent à trouver de l'innovation sociale pour répondre à des besoins très actuels ou des besoins croissants de la population. Et là, c'est vrai que le statut fondation, fonds de dotation, on voit bien hein, que les personnes ont du mal à le faire connaître, à le faire reconnaître cet enjeu. C'est un enjeu très très politique, mais on voit vraiment un besoin de mieux le faire savoir. Ça, je rejoins complètement. Un enjeu de communication, j'allais dire encore une fois politique. C'est un sujet très. Il y a un choix de société derrière. Oui, mais c'est. Enfin, vous dites que c'est politique, mais ça relève de l'engagement parce que je pense aussi qu'il y a une particularité chez les personnes qui travaillent au sein des fondations et surtout celles qui les dirigent et qui les administrent, c'est que c'est un engagement. C'est qu'on croit à la cour. En tous les cas, personnel, moi, quand je travaillais dans le privé lucratif et depuis 11 ans, je travaille dans le privé non lucratif, fondation, je suis alignée avec mes valeurs et donc aller au travail, même si c'est difficile, moi, ça, c'est beaucoup de sens. Et je crois que ça, c'est vraiment, oui, c'est un engagement, c'est presque un engagement politique de valoriser ça. Après, je trouve que c'est un tellement bel outil que c'est dommage qu'il ne soit pas plus connu et qu'il ne soit pas plus connu au sein du CFF. Hier, j'étais dans un atelier systémique, c'était très très intéressant, mais j'avais 80% des personnes qui étaient des représentants de fondations distributrices. Donc évidemment, les problématiques de ces fondations-là et des nôtres ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que j'avais évoqué déjà hier la nécessité, parce que quand nous, par exemple, fondation opératrice, on a des fonds d'État qu'on gère, mais on a envie, parce qu'on est créatif, etc., on a envie de faire un peu plus, ou d'aller sur des choses, voilà. Donc on va chercher du mécénat, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ratisse tout ce qu'on a comme possibilité. Évidemment, il y a des appels à projets de fondation. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va essayer de prendre l'appel à projet et on va essayer de tordre notre projet pour qu'il rentre dans l'appel à projet. Alors que si on discutait directement avec certaines fondations qui ne savent pas, qui ont décidé en haut lieu que ce serait telle thématique dans telle niche, etc., s'ils venaient voir, ne serait-ce qu'au niveau des fondations, nous, on a une problématique, on voudrait faire ça. Mais vous qui êtes expert sur le terrain, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Et j'ai discuté hier avec la fondation L'Audition, voilà, qui est juste là. Et la problématique, c'est comment s'occuper des sourds quand on les appareille, et que d'un seul coup, ils commencent à entendre. Ça fait un choc psychologique. Comment est-ce qu'on peut les accompagner? Donc la fondation, je ne parle pas des mots, la fondation est d'aller voir un syndicat de psychologues, mais il y a plein de syndicats de psychologues, il y a des courants différents, donc on ne va pas avoir forcément la réponse. Donc peut-être aller voir une fondation qui s'occupe de santé mentale ou plusieurs et de dire on a telle problématique, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Du coup, j'y ai repensé depuis, on a nous un service de psychotrauma. Donc, pour moi, ça relève d'une prise en charge de psychotrauma, typiquement. Et ce sont des psychologues qui sont fermés. Ben ça, il en existe des services comme ça dans d'autres hôpitaux. Et peut-être que par une autre voie, donc l'ADESE, qui va réunir tous les hôpitaux publics,
et à mission de service public, on va pouvoir diffuser et partager. Donc, je pense que nous aussi, de notre côté, on a d'autres réseaux. On a celui-ci, puis on a d'autres à titre de DG, de santé mentale, de tout ça. Et peut-être que lorsque une fondation distributrice a envie de développer ou veut aller sur un truc, la question de la pauvreté, j'ai discuté hier avec le fondateur de la fondation en anglais, comment elle s'appelle pardon Break Poverty. Je lui disais, on nous a demandé d'expérimenter sur le terrain une maraude quand les enfants mendiants, prostitués, etc. Et on n'a pas de solution à ça, mais on peut au moins faire une enquête et valoriser ce qu'on voit et dire quelles sont les vraies problématiques. Et qu'on pourrait travailler ensemble en disant on peut développer éventuellement avec vous, qui voulez travailler là-dessus, sur cette question des maraudes des enfants. Et il me dit, ah non, je ne sais pas. Moi, j'imagine plein de connexions, si tant est que, donc il faudrait une espèce de hub où chacun dit, bah, moi, j'ai des questions là-dessus. Est-ce qu'en face, il y a des fondations opératrices avec qui je pourrais échanger? Je ne vais pas forcément transmettre le tout, mais échanger, ne serait-ce qu'échanger, parce que les fondations opératrices, leur particularité, c'est qu'elles sont opératrices, elles sont sur le terrain. Et donc, elles sont en capacité aussi à dire comment ça se passe et quelles sont les vraies problématiques. Au-delà des études qui ne sont pas toujours à jour d'ailleurs, ou de ce qu'on peut voir soi-même. Des plateformes intéressantes. Non, mais je rebondissais, l'idée de plateforme est intéressante. Parce que on s'interroge souvent sur ce qu'on peut faire comme coopération entre nous, les thématiques, on est passé tous en revue. Bon, dans le réel, on est quand même plus ou moins en compétition sur nos activités, sur la capacité de rayonnement, sur le rapport. Et donc, je pense qu'il y a des tas de préalables pour qu'une négociation sur des éléments soit techniques, soit stratégiques puisse aboutir dans de bonnes conditions. Il l'a rappelé, l'histoire malheureuse entre nous, je suis bon. Alors que la plateforme, là aussi, comme ça s'est développé dans le lucratif, ou comme ça s'est développé aujourd'hui pour le grand public et les personnes, ça permet probablement, c'est un outil neutre qui permet de mettre en marché, sur le terme, de l'offre et de la demande. Et je pense que le cadre, là, il y a un cadre légitime pour le faire, et le cadre CFF me paraît tout à fait adapté pour ça. Après, il faut l'organiser, tout ça, mais ça permet de se faire connaître, d'identifier les idées, les offres et la demande pour essayer peut-être de marquer, mettre en relation, voir la partie de projet qui peut répondre à, susciter de nouvelles réflexions, soit dans l'émetteur, soit dans le récepteur. Mais je pense qu'il y a des tas d'idées possibles derrière ça. Je veux bien rebondir là-dessus. Merci, oui, alors effectivement, cette idée de quelle plateforme, quel outil, elle est très intéressante et effectivement, le CFF peut être l'un de ces outils et c'est là aujourd'hui où on a besoin de l'ensemble des acteurs, d'un maximum d'acteurs en tout cas autour de la table parce que nous au CFF, on a quand on porte un message de plaidoyer ou quand on rencontre des politiques, on a une compétence sectorielle. On représente les fondations et les fonds de dotation. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est, face aux fondations opératrices, de dire quels sont précisément vos besoins, quelles sont vos attentes, quels sont les messages politiques qu'on peut porter en tant que groupe de fondations opératrices. Et une fois qu'on a défini ça, quel est le socle commun qui vous rassemble toutes? Parce qu'une fondation qui gère des EHPAD, c'est la même chose qu'une fondation qui va déployer des programmes dans les prisons ou qui déploie des programmes éducatifs. Donc là, on a vraiment besoin de ce dénominateur commun. Et c'est ça, on a déjà eu cette première réunion en mars, on se réunit à nouveau aujourd'hui et on va le refaire à l'avenir parce que maintenant qu'on a ces données, on va poursuivre la réflexion et c'est là qu'on aura vraiment, vraiment besoin de vos contributions. Oui, ma question qui n'est pas une question, mais va aller complètement dans votre sens, parce qu'en fait, c'est ce que je voulais dire, c'était effectivement quelles vont être les suites de ce panorama au niveau du CFF pour effectivement aussi être le reflet de la diversité des fondations opératrices
C'est vrai que là, vous avez mis l'accent, il y a même un prisme ce matin sur les fondations opératrices, gestionnaires d'établissements dans le champ médico-social et sanitaire. Je pense que c'est très important et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais effectivement, comme le panorama l'a montré, il y a plein de fondations opératrices qui sont dans d'autres domaines, qui ne sont pas forcément gestionnaires d'établissements, gestionnaires de programmes, projets effectifs. Voilà, donc l'opérateur d'activités très très diverses. Donc voilà, donc c'était ma question simplement pour le CFF, quelle sera la suite pour aussi être le témoin de cette diversité. Bon, alors à ce stade, je pense qu'on est dans la réflexion ouverte. On échange régulièrement, bien sûr, avec Catherine, Stéphane, sur ce sujet. L'étude va avoir un prolongement puisqu'elle sera publiée prochainement. On est au stade de la finalisation de cette étude et je pense qu'elle servira de base ensuite pour essayer, en tout cas, de créer peut-être cette coalition dont on parlait, cet outil, cette plateforme, quelle forme ça prendra précisément à ce stade, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, effectivement, la publication de l'étude arrive et ce sera le socle ensuite de constitution d'un cycle de travail, on va dire, pour l'appeler comme ça, puisqu'on ne sait pas encore quelle forme ça prendra, mais vous avez tout à fait raison, je pensais aussi au musée, par exemple. Fondation Varis, des musées, effectivement, c'est pas du tout la même chose. Et je pense qu'il y a un enjeu, tout le monde l'a dit autour de la table, de connaissance. Parce que, je prends mon exemple, maintenant que je suis sensibilisé au sujet fondation, quand je vais dans un musée, je regarde si c'est une fondation, mais il m'est arrivé de mettre les pieds dans un hôpital, dans un musée, et je ne savais pas que c'était une fondation. Vos bénéficiaires, parfois, ne savent même pas qu'ils sont dans une fondation. Le terme fondation n'apparaît pas dans la dénomination sociale systématiquement. Il y a tout un tas de choses qui font que la connaissance de l'ensemble de vos interlocuteurs, acteurs publics, fondations distributrices, parfois, même si ça peut paraître complètement assez surprenant, et même vos bénéficiaires n'ont pas cette connaissance, malheureusement. Je pense qu'il y a plein de sujets transversaux entre fondations opératrices, quel que soit le champ de domaine. Par exemple, je pense, et qui nous distingue pour le coup des fondations distributrices, et qui est le premier enjeu que vous avez souligné, M. le ministre, c'est le modèle économique, par exemple. C'est une question très transversale à toutes les fondations opératrices. Bien sûr, et le travail sera de compiler ces points communs. Mais à la lumière de l'échange, je me disais qu'il faut prendre le problème par les deux bouts, c'est toujours avec l'idée plateforme. Moi, quand l'idée est intervenue, j'avais en tête le côté micro, c'est-à-dire il y a une offre, il y a un besoin, et puis il y a une possibilité de l'autre côté qui est présentée. Bon. Et donc secteur par secteur, effectivement, une fondation distributrice, elle va raisonner par rapport à ses axes d'orientation qui sont déjà sectorisés. Bon. Alors sur le social, on pourra avoir un transversal, mais je pense qu'il vaut mieux partir secteur par secteur, culture, éducation, social, sur son second terme. Et puis l'autre aspect qui est la dimension plaidoyer, qui est plutôt le supra ou le méta, qui est dans la vocation politique du CSF. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir les bases communes de réfléchir. Je partirais vraiment du micro. Et considérant que l'autre sujet, il est plus d'ordre politique au sein du CFF. Je ne sais pas si vous me suivez, parce que vous avez réagi tout à l'heure en disant oui, il faut qu'on définisse les bases communes, les points communs entre les différents. Voilà, je pense que le point commun est dans ce qu'on discute aujourd'hui sur l'apport du secteur des fondations à la marge de la société, mais les besoins qu'on met en avant, les réponses qu'on propose sur la manière de faciliter les liens entre les deux types de fondations, opératrices et distributrices, il faut partir du concret et du secteur. Et ce qui sera fait en termes de réalisation contribuera à la légitimité du CSF pour le rôle qu'il aura tenu, c'est la présentation donnée ce matin, et contribuera vis-à-vis des pouvoirs publics et du grand public à la reconnaissance qu'on cherche par ailleurs chacun dans notre champ. Mais moi, je vois ça un peu comme ça, je ne sais pas si je suis clair. Mais... Alors le CFF joue déjà un rôle de rapprochement avec les cercles. Et je pense que les cercles représentent une occasion intéressante. Alors là, je parle un peu pour ma paroisse, puisqu'il y a un cercle d'éducation
qui nous permet assez fréquemment de se rencontrer entre fondations opératrices et fondations distributrices soutenant des projets d'éducation. C'est une manière d'échanger sur des bonnes pratiques, sur des échecs aussi. C'est intéressant de manière à pas essayer de repartir dans des directions qui n'aboutissent nulle part. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à réfléchir là. Peut-être dans un deuxième temps, parce qu'il faut que le sujet ait été identifié en amont. Absolument. Et puis après, constituer un cercle pour approfondir. Oui, c'est pour ça que je parlais de cycle de travail, parce que je ne sais pas encore comment le nommer. Mais pour rebondir sur la question de la mise en relation des distributrices, des opératrices, effectivement, ça se fait déjà dans une certaine mesure. Ça va se faire encore plus fortement à l'avenir, puisqu'on travaille sur un annuaire des fondations qui sera le plus exhaustif possible, qui devrait être en ligne avant la fin de 2022. Donc ça va être un outil nouveau qui va être très intéressant. Et après, le sujet du plaidoyer, effectivement, pour moi, c'est encore un autre sujet que la mise en relation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. Et juste sur le plaidoyer, ce que je veux ajouter, c'est que par contre, il faut partir d'un objectif, en fait. Voilà, il faut avoir un but, et ce but, je peux l'inventer tout seul, mais je ne suis pas sûr qu'il vous corresponde. Voilà. Je pense que vous avez souligné que le pouvoir public méconnaissait un peu. Je pense qu'une meilleure façon de s'adresser à nous, c'est d'arriver à un partenariat entre nous sur des thèmes importants. On n'a pas à la mode, en tout cas sur des thèmes d'actualité. Parce qu'il n'y a rien qui peine plus le pouvoir public que d'avoir une myriade d'associations, de micro-structures en face d'eux. Et ce qui leur importe aussi, c'est que les actions soient pérennes dans le temps. Donc, si on arrive avec des grands projets en santé, en éducation, quel que soit les domaines, mais qui ont été pensés en amont, le partenariat a été bien construit, bien envisagé, et qu'on se donne un peu de visibilité sur les années à venir, là, on le crédit. Et ce serait une bonne façon de se faire connaître des pouvoirs publics. C'est d'arriver comme ça, parce qu'en fait, ils sont sollicités, mais trop par des structures trop petites, qui ont des projets sans lendemain, et ça, ils savent que c'est bien, que c'est bien. Mais ce qui leur importe aussi, c'est la qualité. Ça rencontre vraiment quelque chose qu'on avait discuté ensemble, et dans le panorama, en plus des documents chiffrés, Marie est à la recherche de témoignages et de cas concrets, de collaboration, d'expérimentation qui feront partie de ce panorama, qui permettront de démontrer de manière plus qualitative ce que font les fondations opératrices dans leurs différents domaines. Et en termes de pérennité, mon expérience à la Fondation Apprentis d'Auteuil, c'est que les fondations distributrices, en fait, peuvent nous accompagner sur des projets novateurs, qui, une fois que ces projets ou ces programmes auront prouvé leur impact, peuvent éventuellement, dont le financement peut éventuellement progressivement être pris par les pouvoirs publics, que ce soit national ou territorial. Parce qu'en fait, en tout cas sur les sujets qui sont les nôtres, les sujets d'éducation, d'insertion par le travail, les fondations distributrices ne peuvent pas garantir une pérennité. Elles vont nous accompagner pendant quelques années, le temps de pouvoir justement aller vers le pouvoir public ou d'autres financeurs institutionnels pour donner une pérennité à ces sujets. Et il y a un travail en amont que peuvent faire les fondations opératrices avec les pouvoirs à la recherche d'idées, d'expérimentation pour traiter un certain nombre de sujets. Et il nous arrive dans certains cas presque ce que j'irais jusqu'à dire qu'on construit des appels à manifestation d'intérêt ou des appels d'offres, mais c'est presque ça. Et ce travail de collaboration avec les pouvoirs publics, il peut commencer sur des sujets comme ça. Ce qui marche aussi pas mal, c'est les preuves de concept d'arrivée auprès des publics en disant c'est ça. de mobilité à une échelle géographique.
et en proposant effectivement un essaimage Un passage à différent qui est plus large avec des partenaires supplémentaires. Ça, c'est... Est-ce que le gong est sonné ou pas? Je crois qu'il est 1h-5, donc on a largement dépassé le temps. Enfin, je n'entends pas de brouhaha, donc on devrait avoir encore une place à table. Mais... Merci beaucoup pour votre participation et puis merci beaucoup. Voilà. Marie Lecor l'a quitté.